Voilà. Je viens donc de lancer l'enregistrement. Alors, on va peut-être commencer, laisser une ou faire 1 ou 2 minutes d'introduction pour laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté de présenter Observable au réseau des data scientists de la stat publique. Donc, Observable, c'est vraiment c'est une plateforme qui a émergé, enfin, qui est pas toute nouvelle, mais qui a vraiment, au cours des derniers mois, j'ai l'impression, Nicolas, tu pourras confirmer éventuellement cette intuition, mais qui a vraiment émergé, et notamment dans le monde de l'analyse de données géographiques, où on a vraiment on a de plus en plus de visualisation dynamique dont tu es voilà, un grand amateur et que tu mets à l'accès de beaucoup de monde. Et Observable, c'est vraiment devenu, au cours des derniers mois, une nouvelle plateforme qui centralise beaucoup de valorisation de données et qui vaut le coup de suivre un petit peu, voire de participer, parce qu'en fait, c'est un excellent moyen de diffusion de la donnée, des connaissances. Euh, je pense que Nicolas le montrera, mais on peut vraiment réutiliser un notebook, enfin reprendre un notebook qui est fait par quelqu'un et éventuellement reprendre des bouts d'un notebook, des données. Et ça, c'est un formidable moyen donc de repartir d'une analyse précédente et de l'enrichir, de se l'approprier et de la mettre à disposition d'une communauté. Donc, je vais pas retenir, enfin, je vais pas faire une introduction très longue. Je pense que ça sera la présentation de Nicolas parlera très bien. Donc, Nicolas est au CNRS. Et je crois que Nicolas vient de la communauté R initialement et est de plus en plus actif dans la communauté JavaScript. On pourra éventuellement en discuter après lors des questions parce que nous, Oui, je vais préciser. on est très utilisateurs de R ou de Python, peut-être un peu moins de JavaScript, mais ça vaut le coup de suivre un petit peu ce qui se fait dans le domaine. Et, euh, et donc Nicolas, vous le connaissez peut-être sous l'alias Neocarto, et il est très actif sur Observable, sur Twitter aussi, où il met où ça vaut le coup de le suivre pour avoir des data viz assez sympas ou avoir les nouvelles voilà, du monde de la data viz géographique. Euh, alors, donc, je retarde pas plus la présentation de Nicolas. Si tu as un partage d'écran à faire, n'hésite pas. Ouais, je partage du coup. Je vais tout partager. Ou juste ça. Ouais, j'ai tout partagé. Voilà. Eh ben, C'est bon, vous parfait. voyez mon écran? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ouais, donc bah, merci à tous. Donc, effectivement, pour préciser d'où je viens, donc moi je suis ingénieur de recherche au CNRS à l'UAR Riyad, qui est au départ plutôt une équipe qui travaille sur l'aménagement du territoire européen en mobilisant des méthodes et outils de géographie quantitative. Et là, depuis quelques années, on a plutôt abandonné le côté aménagement du territoire européen pour se concentrer vraiment sur les méthodes et outils en géomatique. Donc moi, au départ, je viens plutôt de la cartographie traditionnelle. Je suis géographe, donc avec voilà, la cartographie d'émission, la cartographie statique. J'ai pris le virage R comme beaucoup de monde parce que effectivement, dans le contexte scientifique, les questions de reproductibilité, traçabilité, etc. sont centrales. Donc, effectivement, j'ai développé avec Timothée Giraud le package cartographie notamment. Et depuis peut-être 1 an ou deux, j'ai effectivement bifurqué sur JavaScript parce que ça m'a semblé être le langage approprié pour faire de la visualisation de données. Euh, voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on peut faire quand on est géographe avec Observable.
Donc, j'ai fabriqué un notebook qui me servira de support de présentation. Alors, je vais sauter sûrement des passages parce que c'est un petit peu long. Par contre, ce notebook, là, je l'ai mis en ligne juste avant la présentation. Donc, il est accessible à une URL que je vous indiquerai à la fin. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler dans cette présentation. Donc, les éléments du notebook, c'est pourquoi pas le langage JavaScript, effectivement. Qu'est-ce que Observable, qui va être le cœur de la présentation. J'évoquerai aussi rapidement ce qu'il y a un peu derrière ça et ce que font les gens qui travaillent sur Observable, notamment Mike Bostock, qui est la pierre angulaire de tout ça, donc avec D3JS, et ce qu'ils sont en train de faire avec la librairie Plot, qui est une librairie pour faire des graphiques en JavaScript. Et pour la dimension spatiale, j'évoquerai aussi donc, la librairie Bertin et d'autres choses effectivement qu'on peut faire avec des données spatiales. Qu'est-ce qu'on a à disposition dans cet écosystème-là pour manipuler des données géographiques. Alors, pourquoi pas JavaScript? En effet, c'est vrai que moi, effectivement, je suis passé par la communauté R, et il y a effectivement plusieurs langages qui permettent de faire du traitement, de l'analyse de données et qui sont vraiment outillés pour ça, comme R et Python. L'avantage du JavaScript, c'est qu'il va être capable de tourner partout. On va pouvoir, donc ça tout le temps dans le navigateur web. On est sur un langage qui est maintenant quand même assez à harmoniser, tous les écueils passés de manque de compatibilité entre les différents navigateurs sont quand même derrière nous. C'est un langage qui devient quand même performant en termes de calcul, et avec tous les apports actuels et tendances actuelles, comme je pense notamment au WebAssembly, qui permettent de rajouter des briques développées dans d'autres langages et compléter un peu ce qu'on peut faire avec JavaScript, on a là, à mon avis, un écosystème, un outil qui peut être vraiment utile pour l'analyse de données. En tout cas, c'est ce que pensent des gens comme Mike Bostock, donc, qui est à l'initiative de D3JS et d'Observable, qui considère que le JavaScript, c'est un peu voilà, le bon cheval sur lequel miser pour faire de l'analyse, ou en tout cas de la représentation de données, du visual analytics, des choses comme ça. Alors, bien sûr, c'est un langage qui n'a pas été du tout conçu pour ça à la base. Ça, bien évidemment, il a été développé pour faire des petites interactivités dans le navigateur web, mais avec des développements qui viennent en complément, notamment des 3JS, on a là un outil qui peut être complété pour faire du traitement et de l'analyse de données. Alors, ce raisonnement-là, donc Mike Bostock, donc il s'associe avec Melody McFessel qui vient de Google, et ils ont mis en place justement avec cette idée que le JavaScript pouvait être le langage central pour faire de l'analyse de données. Donc ils ont développé donc une société qui s'appelle Observable, qui est aussi le nom de la plateforme qui va nous permettre d'écrire directement dans le navigateur web du code et du texte, des formules, voilà, pour faire du literate programming, intercaler du code permettant de faire du traitement et de la visualisation de données, et des explications textuelles, et tout ça dans un environnement complètement interconnecté, avec un système donc, de carnets qu'on publie, avec tous ces carnets qui peuvent communiquer les uns avec les autres. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça, comment ça marche. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'un carnet, c'est comme un billet de blog, c'est-à-dire ça a une URL, ça a du texte, et on peut mettre des liens, du texte en gras, des images, etc. etc. Donc, c'est d'abord ça, c'est une URL avec des liens et un contenu qu'on peut mettre en ligne comme ça. C'est aussi tout un système de cellules, c'est-à-dire qu'on a, on le voit ici à l'écran, des cellules dans lesquelles on va pouvoir écrire soit du texte, soit du code. Donc, on a tout d'abord, ici, là, j'écris du texte, et je peux définir un type de cellule ici, de type JavaScript, et écrire du code à l'intérieur. Par exemple, ici, j'ai une cellule où je dis que ma variable A vaut 5, j'ai une cellule qui dit que ma variable B vaut 6,
et je peux faire le calcul A plus B. Ce qui est assez original dans ces notebooks, c'est que si je déplace ma cellule ici en haut, le calcul fonctionne quand même parce que l'ordre des cellules n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la variable C, pour être calculée, dépend de la variable A et de la variable B. Donc, je peux mettre ça n'importe où. Ça veut dire que je peux organiser mon code de façon différente du récit que je veux fabriquer sur mon notebook. Je peux très bien, par exemple, avoir une carte ou une représentation visuelle tout en haut de ma page, du texte explicatif et à la fin, le code qui a servi à les fabriquer. Donc, on peut organiser les choses de façon différente. On est en JavaScript, donc dans une cellule JavaScript, je peux mettre soit une instruction, soit plusieurs lignes d'instructions. Je peux fabriquer des fonctions, il y a différentes façons d'écrire les fonctions. On peut écrire du JavaScript brut dans cette interface-là. Donc, je l'ai dit, on va pouvoir aussi écrire du texte. Donc, par exemple, là, si je définis un type de cellule Markdown, eh ben, je vais pouvoir écrire du texte en Markdown, donc avec toutes les possibilités du Markdown pour faire des titres de niveau 1, 2, 3, du texte en italique, du texte en gras, un lien, etc., etc. On va pouvoir aussi écrire du HTML. Donc, on a des cellules HTML. Donc là, on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'on peut faire en HTML avec les CSS, donc les feuilles de style, etc., etc. On a aussi la possibilité d'écrire des formules, notamment des formules en LaTeX qui vont s'afficher directement dans la page. On est dans un environnement web. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de réaliser des représentations graphiques. Donc, pour ça, on a de base deux façons de le faire. Soit on va utiliser le canvas. Donc, par exemple, ici, je dessine un carré bleu donc en canvas. Donc, ça s'écrit comme ça. Je définis la taille, la hauteur, couleur de fond, et voilà. Soit, et c'est plutôt ça, moi, que je vais faire en SVG, c'est-à-dire qu'on va fabriquer toutes nos représentations graphiques, que ce soit des cartes ou des graphiques au format SVG. L'avantage, c'est qu'on peut à tout moment les récupérer et, si on le souhaite, les modifier dans un logiciel de dessin, par exemple. Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'à chaque fois qu'on écrit quelque chose dans une cellule, le résultat vient directement s'afficher au-dessus. Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif au départ, mais c'est le mode de fonctionnement, c'est celui-là. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter pour ceux qui codent avec des systèmes de console.log. Là, on écrit le nom d'une variable, elle s'affiche, le résultat s'affiche directement au-dessus. Dans l'écosystème d'observables, on va avoir aussi accès à tout un tas de choses, et notamment les inputs, c'est-à-dire il y a tous les objets, les widgets dont on va avoir besoin pour interagir avec les données vont être disponibles tels quels. Par exemple, ici, j'ai des radio-boutons. Voilà, avec un label, une valeur par des checkbox. Ici, j'ai des radio-boutons. On peut faire des formulaires plus ou moins compliqués voilà, en écrivant ce type de code. Ce qui est pas mal, c'est que dans Observable, tout est réactif. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je définis un slider avec un input dont la valeur va être définie par la valeur de mon slider. Si j'appelle cette variable-là à un autre moment, la valeur est directement rafraîchie parce que slider dépend de ça. Donc, ça bouge automatiquement. Je peux mettre le résultat de mon slider dans un chunk, mais une cellule Markdown, et on peut avoir un contenu qui se modifie de façon complètement interactive, en direct, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Donc, ça va être ça un peu le point fort d'Observable aussi, c'est que si on écrit un code qui produit une représentation graphique,
tous les paramètres de cette représentation graphique, on va facilement pouvoir les faire jouer par l'utilisateur à travers des radio-boutons, des checkbox, des listes déroulantes, etc., etc. Par exemple, ici, j'ai défini un document SVG dans lequel il y a un rectangle. C'est le même rectangle que tout à l'heure, sauf qu'à la place d'écrire les valeurs en dur, j'ai mis dans des variables, par exemple, la hauteur du rectangle, la largeur du rectangle, et du coup, ces variables-là, je les fais jouer ici dans des sliders. Donc, quand je bouge ça va bouger directement ma figure. Donc, on imagine bien les possibilités qu'offre ce genre d'écosystème pour explorer, manipuler les données ou proposer des interactions à l'utilisateur. Un autre exemple ici, toujours une petite cellule SVG. Donc, je dessine un cercle dont les coordonnées en X sont définies par un slider ici, dont le rayon est défini par un slider ici, et dont la couleur est définie par la couleur ici. Donc, je vais pouvoir faire jouer mon... Hop, voilà, changer la couleur. Hop là. Ce qui est pas mal aussi dans Observable, c'est que tout ce qu'on fait est versionné. Ça fonctionne un peu comme GitHub, c'est-à-dire que tout ce qu'on... Déjà, on n'a rien enregistré, tout ce qu'on écrit va être sauvegardé automatiquement. On a juste à se créer un compte et voilà, tout est enregistré directement. Et sur la partie droite de l'écran ici, on a l'historique de tout ce qu'on a fait depuis l'ouverture du notebook. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux revenir à une version antérieure et la remettre comme étant la version actuelle. Ça veut dire qu'on peut essayer des choses, casser des choses, mais on ne perd jamais rien. On peut toujours revenir à une version antérieure. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que comme on est dans un écosystème où de nombreuses personnes publient des notebooks, chaque notebook est associé à une licence, voilà. On peut, donc comme dans GitHub, les forker, les copier, c'est-à-dire qu'avec un bouton, on prend le notebook de quelqu'un et on le rapatrie chez soi. On peut faire des modifications, changer les données et laisser tel quel. On peut aussi proposer de refusionner avec le notebook d'origine si on a fait des modifications qui sont utiles pour nous. On peut aussi, donc on est dans un écosystème où on peut interagir avec les autres par le biais de commentaires. Donc on peut à n'importe quelle cellule sur n'importe quel carnet faire comme ça et ajouter un petit commentaire à quelqu'un. Dans ces cas-là, il recevra un mail et avec ce commentaire, il pourra répondre. Et voilà, ça permet de discuter des points de détail sur le notebook. Il y a aussi un système donc pour le côté collaboratif d'équipe, donc ils appellent les Teams, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler à plusieurs sur un même notebook. Donc moi, j'ai expérimenté ça en cours avec des étudiants en géographie. Donc, on se retrouve à une vingtaine à travailler sur un notebook et chacun, donc ça marche un peu comme les carnets participatifs type HackMD, où on est plusieurs à écrire, on voit un petit curseur, chacun a son petit curseur pour voir à quel endroit il écrit. Donc, bon, pour écrire du code à plusieurs comme ça, je ne suis pas convaincu du truc, mais pour écrire du texte et réagencer le document, travailler à plusieurs, c'est quelque chose qui peut marcher très bien. Voilà. Sur les aspects, voilà, le fait que les notebooks puissent communiquer entre eux, en fait, ça va fonctionner de la façon suivante. Là, j'ouvre un notebook que j'ai réalisé qui se base donc sur cette librairie qui permet de faire des petits dessins gribouillis à partir d'un contenu SVG. Donc là, j'ai fait une petite fonction voilà, qui est là, qui s'appelle la fonction sketch, qui prend en compte en entrée tout un tas de paramètres et en fonction de ça, va permettre de produire
par rapport à un fond de carte en GeoJSON, un dessin comme ça, alors soit avec juste le contour, soit hop, avec des hachures comme ça. Il y a plus- ah, tout ça est complètement paramétrable. Voilà. Du coup, bah, j'ai une fonction qui est ici. Ce que je peux faire, c'est cette fonction m'intéresse, je vais la rapatrier dans mon notebook. Donc ici, on va cliquer sur Copy Import et je vais écrire cette ligne-là dans mon notebook. Ce qui fait que maintenant, à l'intérieur de ce notebook-là de présentation, la fonction sketch est disponible pour moi. Donc, je peux appeler cette fonction avec un fond de carte qui se trouve dans mon notebook ici, et puis des paramètres que je vais passer. Voilà. Donc là, on a la possibilité d'importer des données, des représentations graphiques, des fonctions de n'importe quel notebook à partir du moment où celui-ci est public. Ici, il y a un petit cadenas. Ça veut dire que je verrouille cet import sur une version du notebook à un moment donné. Et si jamais ce notebook évolue, son propriétaire modifie la fonction, change des choses, ça n'impactera pas mon carnet. Donc on a la possibilité d'enrichir l'écosystème, donc son notebook avec des fonctionnalités qui sont développées par d'autres dans Observable. On peut aussi, bien sûr, importer des fonctionnalités qui se trouvent sur donc NPM. Donc, NPM, c'est l'équivalent du CRAN pour ceux qui sont sur R. Voilà, c'est le lieu où il y a à peu près 2 millions de packages qui sont référencés là-dedans. Alors, tout n'est pas intéressant et une toute petite partie est utile pour nous pour l'analyse, la représentation de données, mais il y a beaucoup de choses. Donc là, par exemple, donc pour charger des fonctionnalités, on va utiliser l'instruction require. Donc ici, je charge une librairie qui s'appelle StatsBreaks qui permet de faire des classifications. Donc, il y a différents types de méthodes de classification, par quantile, moyenne écart type, Jenks, etc. Et une fois que je tape ça, eh ben, j'ai accès à, par exemple, ici, je fais une classification d'un jeu de données avec la méthode Jenks, avec un nombre de classes défini. Et voilà. Donc, on va pouvoir enrichir ce qu'on peut faire de base dans Observable avec tout un tas de packages, de librairies, et il y en a quelques-unes qui sont intéressantes pour la géographie. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement de base. Après, pour ce qui est l'import des données, pour l'utilisation des données, ça va fonctionner via un peu comme une boîte mail par l'ajout de pièces jointes ici avec le petit trombone. Donc, quand on clique là-dessus, je vais faire ça, on va pouvoir ajouter, par exemple, des fichiers CSV, des fichiers GeoJSON, des fichiers Excel ou autres. Donc, quand je fais ça, après, j'ai juste à taper File Attachment, le nom de mon fichier, et puis après, bon, il y a des petites instructions pour que ça soit bien typé. Et pour visualiser un tableau de données, j'ai juste à cliquer Input.table, le nom de mon tableau de données, et il s'affiche, on peut le trier, etc., etc. Depuis le mois de novembre, ils ont ajouté un nouveau truc, parce que bon, ils sont en développement, les choses se développent, évoluent. Donc, c'est cette représentation sous forme de data table. C'est-à-dire que dès que j'attache un tableau de données, je vais pouvoir l'importer directement sous cette forme-là. Donc, on a une aperçu du tableau avec les valeurs. On a aussi en en-tête des petites représentations graphiques qui dépendent du type de données. Ici, c'est du qualitatif, donc on va voir en gros les modalités. Là, c'est du quantitatif, on va avoir des représentations par bâton pour voir un peu comment sont réparties les données. Et en dessous, on a des petits outils pour dire, tiens, en fait, je veux sélectionner que telle colonne, je veux filtrer sur, par exemple, la population supérieure à, je ne sais pas combien d'habitants, pardon,
etc., etc. Donc, on a un moyen de filtrer, d'organiser nos données directement à l'import comme ça, ce qui est quand même plutôt pratique. Si on a des données en ligne on peut très bien choisir aussi de passer l'URL de notre tableau de données pour l'importer directement dans notre notebook. C'est ce que je fais pas mal avec data.gouv. Je pointe vers des jeux de données comme ça qui se mettent à jour au fur et à mesure. Et du coup, j'ai des représentations de données en temps réel. Voilà. Et si on veut travailler avec des données qui se trouvent sur notre ordi, qui sont des données plus volumineuses, on va aussi pouvoir avoir la possibilité de les charger directement ici avec une entrée input comme ça. Pour regarder à quoi ressemblent nos données, donc il y a aussi ce truc-là qui est pas mal. Donc, je vous le montre. Donc, qui a été développé ici. Donc, c'est une façon de visualiser notre tableau de données. Donc, on a une indication sur le nombre de lignes, le nombre de colonnes et des petites représentations graphiques sur chaque type de données avec des informations moyennes, médianes, écart type, etc. Hop. Donc, il suffit d'importer cette fonctionnalité qui a été développée dans un notebook pour pouvoir visualiser son tableau de données de façon assez rapide d'un seul coup d'œil. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc, voilà pour les données attributaires. Si on veut importer des données géométriques, ça va fonctionner de la même façon. On va les attacher en pièce jointe ou on va utiliser une URL. Et l'instruction pour importer un fichier JSON, ça va être d3.json et le résultat s'affiche directement au-dessus. L'avantage aussi de travailler avec des cellules comme ça, c'est qu'on peut ne pas s'embêter, alors pour ceux qui connaissent un peu le JavaScript, sur le côté asynchrone, c'est-à-dire attendre que ça soit chargé avant de faire autre chose. En fait, là, la cellule, elle est directement exécutée et on a le résultat et on peut l'utiliser directement ailleurs. Par contre, ce qu'on va visualiser, ça va être le fichier JSON comme ça, mais on ne peut pas directement, dans Observable, visualiser le fond de carte. Donc ça, on est obligé de charger, par exemple, d'autres librairies. Par exemple, la librairie GeoVerview permet rapidement de voir le contenu d'une géométrie. Donc là, j'ai les informations attributaires du pays sur lequel je clique. Et ici, j'ai une petite explication globale du jeu de données sur les champs qui sont disponibles et la complétude des données. Il y a aussi quelque chose là qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, qui est quand même assez cool, c'est qu'ils ont vraiment intégré donc la base de données DuckDB dans Observable, ce qui va permettre déjà, on va pouvoir se connecter à des bases de données, mais aussi gérer, par exemple, des tableaux de données CSV ou Excel, comme si c'était des bases de données. Et du coup, on va pouvoir les traiter avec des requêtes SQL comme ça. Par exemple, on va pouvoir mettre dans une base plusieurs fichiers CSV ou Excel, etc. Les mettre dans la base de données et après travailler dessus avec une requête SQL. Donc là, ce que je fais, c'est simplement sélectionner tout de ma table électricité et voilà, et ça s'affiche là et j'ai accès aux données après. Donc, si on est à l'aise avec le SQL pour manipuler les données, on va aussi pouvoir très facilement, dans le navigateur, traiter, préparer nos données avec des requêtes SQL. Ce qui va être chouette aussi avec Observable, c'est que, on le voit, tous les notebooks peuvent interagir les uns avec les autres. On peut forker le notebook de quelqu'un pour modifier, importer une cellule. On va pouvoir versionner ce qu'on fait, etc. On va pouvoir aussi exporter assez facilement les représentations graphiques qu'on fabrique.
On peut imaginer un notebook dans lequel il y a beaucoup de code, beaucoup de trucs compliqués, et à la fin, si on souhaite juste embarquer notre représentation graphique dans un blog ou un site, ça va être assez facile parce que le observable va fonctionner comme une API. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux exporter cette carte et la mettre telle qu'elle, toute seule, dans un blog, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un nom. Je vais pouvoir l'embarquer comme ça dans un blog. Je choisis d'embarquer, par exemple, la cellule V, donc sous forme d'iframe, ou sous forme de petits bouts de code JavaScript, comme ça. Si je copie ça et je le colle sur un blog, je vais avoir cette carte qui va s'intégrer directement dans le blog. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, pour l'humanité, où ici, j'ai une carte. Je vais vous montrer le lien. Ici, j'ai une carte qui est faite en observable. Mon réseau n'est pas très bon, donc c'est un peu long. Voilà. Là, c'est une carte sur les manifestations en France. Là, c'était le 29 septembre. Et je montre en gros qu'à partir d'une même donnée, on va pouvoir faire des cartes différentes. Donc là, j'ai plein de codes, plein de choses comme ça. Et en fait, cette visualisation-là, on peut l'intégrer dans un blog de la façon dont je vous l'ai montré et ça va réagir. Et en fait, ça pointe vers l'API d'Observable. Donc là, dans ce cas-là, Observable va servir un peu comme outil de travail, de prototypage, de construction, d'élaboration. Et la visu qu'on a fabriquée à la fin, on va pouvoir l'incorporer hyper facilement dans un blog ou dans un site web. Voilà. Donc, c'est quand même un outil qui est assez intéressant, moi, je trouve, pour bâtir des visualisations, travailler, échanger et après exporter les visualisations qu'ils fabriquent dans un autre contexte. Alors, il y a un petit point qui m'a énervé un petit peu quand même avec Observable il y a quelques mois, c'est que jusqu'à présent, donc il y a des comptes gratuits, des comptes payants plutôt destinés pour les entreprises. Voilà, parce que bon, c'est une société privée, donc ils ont besoin de trouver des moyens de se financer. Et il y a peu de temps, ils ont décidé que dans les comptes gratuits, on ne pouvait plus avoir de notebook privé. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait par le compte gratuit est de fait public. Alors, public avec une URL biscornue, pas forcément accessible, voilà. Mais ils ont fait ce choix-là c'est leur business model du moment. GitHub avait fait la même chose à un moment donné et puis ils sont revenus derrière. Voilà. À mon avis, c'est pas la meilleure idée. Bon, après, si on ne veut pas avoir un compte payant et qu'on veut quand même faire du observable de façon privée, il existe des alternatives. Par exemple, pour les utilisateurs de R, on va pouvoir travailler dans Quarto. Donc, Quarto, c'est ce qui est développé par RStudio pour faire des notebooks notamment, et qui permet de combiner plusieurs types de langages, donc notamment le R avec le Markdown, mais aussi du Python et du observable JavaScript. Donc, on va pouvoir écrire dans RStudio nos cellules, la même chose que je vous ai montré au-dessus, mais directement dans le Markdown, dans le document Quarto et générer la page web qui correspond à ça. Donc, ici, c'est du code observable JavaScript avec les inputs dont je vous ai parlé, les file attachments, etc. Donc ça, c'est une alternative. Il y a aussi des choses qui sont en cours autour de Jupyter, donc notamment ce que développe David Brochard, qui a fait des petites expérimentations pour faire tourner observable dans Jupyter. Et si on utilise un éditeur de texte type Visual Studio, il y a aussi des extensions qui permettent de faire directement du observable sur son desktop dans Visual Studio. Donc, tout ça fonctionne, j'ai essayé. Voilà, donc si la techno observable en tant que telle nous intéresse, mais qu'on ne veut pas travailler avec ce système de notebook public, on a quand même la possibilité de faire du observable un peu comme on fait du R.
Voilà pour le tour d'horizon d'observable. Je ne sais pas combien de temps j'ai en fait, Lino. J'avais prévu 1 heure et demie pour, l'ensemble, enfin pour, présentation plus questions. C'était une supposition, c'est comme tu veux. Enfin, il reste du Oui, oui, temps. bon, bah, du coup, ok, très bien. Bon, bah, je continue sur ce que j'avais prévu, du coup. Euh, donc voilà pour le tour d'horizon d'Observable, donc qui est vraiment voilà, un système de blog, de carnet qui vraiment a le vent en poupe et qui, à mon avis, est quand même un lieu qui devient vraiment important pour faire de la visualisation de données. Alors, dans Observable, je vous ai dit, c'est du JavaScript, etc. Mais comme cet outil il est quand même porté au départ quand même par Mike Bostock, voilà, qui est quand même un peu connu dans le domaine, qui est celui qui a travaillé sur la librairie D3JS qui a maintenant une dizaine d'années. Il y a tout un tas d'outils autres que le JavaScript de base qui sont intégrés de fait dans Observable. Et c'est le cas de D3JS, par exemple. Cette librairie est chargée par défaut et fait partie du langage de base d'Observable. Donc, par défaut, ça charge la dernière version, la 7 et quelques. Donc, pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, donc D3JS, c'est une librairie qui a commencé à être développée il y a 10 ans, dont le but, c'est en gros, de binder, de lier de la donnée pour générer des représentations graphiques. Donc, ça reste un langage quand même qui est vraiment bas niveau, qui permet de manipuler les données et de les représenter graphiquement. C'est décomposé aujourd'hui en tout un tas de modules, par exemple D3 Scale, qui va permettre de faire passer des jeux de données qui ont des ordres de grandeur voilà, très différents, les faire rentrer dans les coordonnées de la page selon des transformations diverses et variées, linéaires, logarithmiques, etc. D3 Array, ça va servir à à traiter des tableaux de données, des trois transitions pour les transitions animées, des trois drags pour interagir avec l'utilisateur, déposer des choses. Voilà. Tout est décomposé en modules et tout ça, ça va servir quasiment de langage de base pour faire de la visualisation de données. Et ça résout d'une certaine façon tout un tas de problèmes qu'il y avait au départ dans le langage JavaScript qui n'étaient vraiment pas adaptés à la visualisation de données. Par exemple, en JavaScript de base, si on trie si on essaye de classer par ordre croissant une série de données numériques, par défaut, il va les classer par ordre alphabétique, ce qui n'est pas ce qu'on veut quand on traite des données numériques. Donc, avec D3, en fait, on va avoir des fonctions de tri, des fonctions qui vont remplacer un peu les fonctions de base qu'on a en JavaScript habituellement. Donc, le principe de D3, ça va être vraiment ça, d'apporter toute une boîte à outils et permettre de convertir des données en représentation graphique. Donc, par exemple, ici, j'ai un tableau de données avec 5 valeurs, 10, 3, 20, 10, 10. Et ici, j'ai un code en D3 qui va me dire, je vais créer un document SVG et ces données-là, je vais les mettre en tant que rayon de cercle. Et que si je change une valeur, la représentation graphique change. Donc, ça va être vraiment ça le cœur de ce que propose D3. Alors après, il y a tout un tas de complexité, mais c'est vraiment de facilement, dans une page web, pouvoir passer des données à des représentations graphiques qui tiennent dans les coordonnées de la page. Alors ça marche pour des représentations graphiques classiques, des diagrammes en barre, des camemberts, etc. Mais ça marche aussi pour les cartes,
puisqu'on va avoir des transformations qui vont permettre de passer de coordonnées géographiques en latitude-longitude via un système de projection qui va rentrer dans les coordonnées de la page. Donc, par exemple, ici, j'ai mon fond de carte de tout à l'heure avec plein de coordonnées latitude-longitude qui définissent les contours des pays. Et ici, j'ai une fonction de projection qui est dans D3.geoprojection qui va me permettre de passer de ces coordonnées à des coordonnées ici en projection Bertin. Et si je change cette fonction-là, j'en choisis une autre, et bien la carte va changer directement en temps réel. Il y a aussi des fonctions, par exemple, géograticule, qui va permettre d'afficher des lignes de latitude-longitude, voilà, espacées de 10 degrés ici. Voilà. Donc, D3, ça va être ça va être un langage un peu qui reste bas niveau pour réaliser des représentations graphiques. C'est quand même assez bas niveau parce que, par exemple, si je veux faire un diagramme en bâton, je n'ai pas la fonction de diagramme en bâton. J'ai des fonctions de transformation d'échelle, j'ai une fonction pour dessiner un axe, j'ai une fonction pour dessiner un rectangle. Et donc, il faut quand même écrire beaucoup de choses pour manipuler ça. L'avantage, c'est que du coup, on n'est pas du tout bridé, on peut tout faire. Alors, ça, Mike Bostock continue encore de travailler dessus parce que c'est le langage de base, mais il travaille actuellement aussi avec Philippe Rivière sur une autre librairie qui s'appelle Plot, qui justement, le but, c'est de proposer une librairie pour la visualisation de données qui soit beaucoup plus utilisable facilement et beaucoup plus concise. Donc, c'est quelque chose qui est… Voilà, c'est une librairie où ils sont vraiment malins. Je trouve qu'il y a un niveau d'abstraction qui est très bien fichu parce qu'il n'y a pas vraiment de type de graphique, prédéfini. Ils vont définir ce qu'ils appellent des marques. Donc, par exemple, ici, j'ai un jeu de données, j'ai un jeu de données data là, avec des identifiants géographiques, puis population, PIB par habitant, etc. Avec ce type de code, je vais pouvoir hyper rapidement faire des représentations graphiques simples, donc, avec des marques. Des marques qui représentent des symboles qui sont représentés sur la représentation graphique. Donc là, c'est tic X, c'est des barres verticales. Et là, je représente en gros la distribution de ma variable GDP PIB par habitant. Donc, on voit qu'elle est plutôt dissymétrique à gauche. Si je choisis l'instruction, la marque box X, donc là, j'ai une boîte à moustaches. Donc ici, ça va être la moyenne, et puis les outliers par ici. Voilà. On va pouvoir aussi faire, donc ici, j'ai .x, c'est pareil. Donc ici, j'ai des points qui représentent la position des valeurs de PIB par habitant sur un max dx. On va pouvoir effectuer aussi des transformations. Donc ici, par exemple, j'ai la transformation Dodge Y, c'est-à-dire que tous ces points qui sont là, s'ils se chevauchent, eh ben, je vais les translater en Y. Et donc, on obtient ce type de représentation-là. Donc, on n'a pas vraiment de mode de représentation. Ça ne correspond pas vraiment à un nom de graphique. Par contre, ça correspond à une type de marque, .x, et une transformation Dodge Y, donc déplacement Y, etc. Et c'est assez malin tout ça, c'est parce qu'on va pouvoir combiner plein de choses. Et l'idée qu'ils ont un peu derrière cette librairie, c'est qu'une fois qu'on a compris le principe, on n'a pas besoin de tout connaître par cœur, mais on va pouvoir s'y retrouver de façon intuitive. Donc, je ne sais pas si c'est le cas vraiment, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Et donc, pour avancer dans le développement de cette librairie, donc ils utilisent D3JS derrière. Et quand il manque quelque chose dans D3JS, ils développent dans D3JS, puis après, ils le mettent dans Plot. Donc, on est vraiment sur deux niveaux d'abstraction différents. Il y a le JavaScript tout en bas, D3JS un peu au-dessus, et Plot, qui est la librairie qui permet de faire des choses
générer des graphiques tout de suite de façon hyper concise. Oui, il y a aussi un système de facettes. Si je commence ça, ici, j'ai un histogramme sur le PIB par habitant, pas un histogramme, une boîte à moustaches sur le PIB par habitant. Mais si je rajoute des facettes, comme ça, c'est-à-dire que sur le même jeu de données, je vais dire qu'en Y, je vais décomposer par région. Et dans ces cas-là, on a donc, en Y, par région, une boîte à moustaches qui correspond à la distribution du PIB par habitant voilà, par continent. Donc, c'est assez pratique. Et du coup, avec cette librairie, en écrivant vraiment peu de lignes de code, on va pouvoir faire des représentations quand même sympas. Donc ici, là, j'ai fait un petit exemple que j'ai appelé Gapminder en quelques lignes. Donc, j'ai importé des données, donc c'est PIB, population, PIB par habitant, mais à plein d'années. Ici, j'ai importé un scrubber, donc c'est un petit slider, mais animé que j'ai trouvé sur un autre notebook qu'a développé Mike Bostock. Donc, c'est juste un slider, mais avec un petit bouton play. Et ici, je dessine donc un graphique là-dedans, où en gros, en X, ben, je prends les valeurs de PIB, en Y, j'ai valeur de population, et la taille des cercles, je ne sais plus ce que j'ai pris. Je trouve radius, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, en radius, en taille des cercles, j'ai mis la population, et la couleur, j'ai mis le PIB par habitant. Ces choix sont peut-être un peu discutables, mais voilà. Et ce que je fais, c'est que je trie mon jeu de données pour choisir une seule année. L'année qui va être définie par le slider ici. C'est que quand j'appuie sur Play, j'ai mon graphique qui va venir s'animer. J'ai incorporé aussi, donc pour l'axe des X, l'axe des Y, la possibilité de passer en échelle log. Donc je peux très bien choisir de passer en échelle log un des deux axes ou les deux axes. Et ça, on voit que c'est quand même écrit avec vraiment pas beaucoup de code. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cette librairie, c'est pouvoir faire des choses, même assez complexes. Il y a pas mal de notebooks où Philippe Rivière, il fait des représentations graphiques comme ça, avec plots qui sont vraiment intéressants, qui ne sont peut-être pas prévus à la base, mais il montre qu'avec cette librairie, on peut reproduire des pyramides des âges, tout un tas de choses, voilà, en utilisant directement cette librairie, en utilisant les bonnes marques, les bonnes transformations, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ils sont en développement très actifs là-dessus. C'est la librairie qui pousse en ce moment de façon assez forte. Voilà. Et donc, Plot, comme D3JS, c'est intégré de base dans Observable. Donc, on n'a pas besoin de charger la librairie Plot. On y a accès directement. Il y a plusieurs librairies qui sont disponibles, vraiment intégrées dans le système, en plus du JavaScript de base. Voilà, alors ça reste une librairie qui est quand même compliquée, mais hop, je vais cliquer sur les… Voilà, il y a pas mal de ressources qui permettent d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, ils font même des petits exemples comme ça pour dire, tiens, je veux faire un graphique en histogramme, en diagramme en bâton comme ça, avec plusieurs variables. Et du coup, on peut copier le code qui est généré, là, qu'on a modifié avec des petits radio-boutons, puis après, on le copie chez nous, on modifie les données, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de ressources autour de Plot sur Observable parce que c'est vraiment la librairie qu'ils essayent de pousser très fortement en ce moment.
Voilà. Alors, maintenant, je vais venir aux aspects un peu géo, qui sont plus les aspects qui m'intéressent moi et qui sont ceux pourquoi moi je suis sur Observable. Donc, avec la librairie Bertin JS, qui est ma contribution à cet écosystème-là. Donc, Bertin c'est une librairie qui sert à faire des cartes thématiques. Donc, le principe, c'est un peu comme Plot, c'est-à-dire que ça s'appuie sur du JavaScript, sur du D3JS, et Bertin, ça va être une librairie dans laquelle, pour l'utiliser, on n'a pas vraiment besoin de savoir coder, hein. On a juste besoin de l'utiliser et de renseigner les paramètres qui correspondent à la réalisation de la carte. Donc, c'est un niveau d'abstraction, pareil, beaucoup plus haut que D3JS. Plot n'est pas chargé nativement dans Observable. Donc, on va devoir charger cette librairie comme ça avec l'instruction require, le nom de la librairie, puis le numéro de version. Donc là, on a la version 1.4. Et après, ça va se passer comme ça, comme n'importe quel processus de construction cartographique. On va ajouter un fond de carte. Donc, ici, j'attache un fichier GeoJSON qui correspond, alors je prends au pays du monde. J'ai un fichier de données stats que j'attache aussi, et je vais faire la jointure entre mon fond de carte et mes données. Voilà, c'est assez classique dans le processus de construction cartographique, c'est-à-dire que je vais intégrer mes données en fond de carte en m'appuyant sur des codes identiques, ici les codes ISO3 des pays. Donc, une première instruction qui s'appelle bertin.match qui va permettre de visualiser la compatibilité entre mes données et mon fond de carte. Donc, ça produit une représentation graphique. Je vois par exemple que j'ai 79% de compatibilité entre mes données et mon fond de carte et que 206 éléments de mon jeu de données sur 209 ont été collés au fond de carte. Et je peux voir assez facilement ce qui me manque. C'est le Kosovo, le Sahara occidental, Taïwan, qui ne sont pas présents dans mon fond de carte. Si je considère que c'est bon, je peux effectuer la jointure pour de vrai, donc avec l'instruction bertin.merge, et j'intègre mes données dans mon fond de carte. Après, je vais avoir une fonction que je vais utiliser tout le temps, qui est la fonction draw, pour dessiner. Et ça va se passer comme ça. Donc, j'utilise bertin.draw. Je vais masquer ça. Et après, je définis un ensemble de couches qui vont se superposer les unes aux autres. Donc, la couche qui est écrite tout en haut va s'afficher au-dessus. La couche qui est tout en bas va s'afficher en dessous. Et il y a des types de couches différents. Par exemple, le type header va définir un titre. S'il n'y a rien, ça veut dire que c'est une couche géographique qui va s'afficher telle quelle. Donc ici, j'affiche les pays avec une couleur de fond qui est blanche, une opacité qui est 0,4, pas de couleur de contour. J'ai un type graticule, donc qui définit des lignes de latitude et de longitude. Donc à chaque fois, c'est paramétrable. On peut définir l'espacement, etc. Le style aussi, si on met des pointillés, si on met l'épaisseur des traits. Un type outline qui va définir l'espace ici de la Terre. Et je peux mettre au-dessus, si je le souhaite, différents paramètres. Par exemple, ici, je définis la projection. Je peux définir la taille, par exemple 500 pixels. Voilà. Je peux définir des marges, etc., etc. Donc là, par défaut, la taille, la largeur est de 1000 pixels et du coup, la hauteur est calculée automatiquement. Donc, je peux changer la projection à tout moment. Donc, tout ça, ça s'appuie sur D3JS, mais donc tout ça est encore incorporé, encapsulé dans une librairie qui permet justement de faire des cartes de façon hyper concise. Donc, dans les types de représentations qu'on peut faire,
Il y en a plein. Donc, il y a le type, par exemple, bubble, qui permettent de faire des symboles proportionnels, avec des infobulles si on le souhaite. Donc, derrière, il y a tout un tas de paramètres, par exemple, le fond de carte que j'utilise, la variable que j'utilise pour faire mes symboles proportionnels, la couleur de fond, voilà, l'opacité. Ça, je vous montre après. Le rayon du plus gros cercle, ici des éléments pour la légende, ici des éléments pour l'infobule. Et effectivement, là, je vais masquer ça. Donc ici, c'est des symboles proportionnels de base. Et la variable qui correspond à la taille du plus gros cercle, je l'ai mise ici dans un slider que je vais pouvoir modifier comme ça. Dans les paramètres, il y a aussi donc le paramètre Dorling, qui fait référence au cartogramme de Dorling, qui va permettre d'espacer les cercles de telle sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement. Bon, s'il y en a un peu, c'est que le nombre d'itérations n'est pas assez grand et on peut le changer dans les paramètres. Voilà, et cette carte-là, évidemment, je peux changer la projection à tout moment. La projection de Spilos. Bon, bien sûr, la légende, du coup, ne va pas s'afficher exactement à l'endroit qui correspond à un endroit où il y a de la place sur la carte. On va pouvoir faire aussi des représentations type choroplète par aplat de couleur, donc avec le type choro. Donc, je choisis ma variable, je choisis ma palette de couleurs, etc. etc. Ah, ici, j'ai un truc, j'ai dû copier quelque chose. Hop. On va pouvoir combiner les représentations graphiques, c'est-à-dire que là, je vais avoir un type bubble, mais dans lequel la couleur, ça va être un type choroplète, qui fait qu'on va pouvoir colorier ici. Donc les cercles correspondent au nombre d'habitants et la couleur correspond au PIB par habitant. Donc, on va pouvoir faire différents types de combinaisons. Donc, moi, sur Observable, j'ai créé une collection Bertin qui montre tous les exemples qu'il est possible de faire avec cette librairie. Donc, je peux vous en montrer quelques-uns. Par exemple, il y a le type Spikes qui permet de représenter des données quantitatives par donc la variable visuelle hauteur en sémiologie graphique, mais sous forme de pics. Ça. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, c'est les demi-cercles que proposait le logiciel Fincarto. Donc ici, j'ai par exemple le PIB en rouge et la population en bleu. Et on va pouvoir faire varier ces cercles, faire deux infobulles séparées comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est des choses un peu plus récentes. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'avais fait un petit notebook sur différentes façons de représenter les données de l'OIM sur les personnes mortes et portées disparues en Méditerranée. Donc c'est avec Bertin.js. Donc là, le code, vous allez voir, il est super court. En fait, j'importe les données et après, j'ai juste à écrire des petites choses comme ça où je définis. Donc j'ai un type tiles qui permet d'avoir un fond de carte raster comme ça. Et après, par exemple, là, j'affiche mes points. Ils sont localisés voilà, à partir des données latitude, longitude de mon jeu de données. Je peux faire la même chose avec le type bubble. Donc là, j'ai le nombre de personnes portées disparues par événement. Si je reprends le type bubble, mais que j'utilise le paramètre Dorling égale true, ça va écarter les cercles et donc on a une représentation beaucoup plus explicite sur la localisation de ces naufrages-là. Il y a également un type regular grid qui va permettre de faire un comptage par carreau et représenter
représenter ça donc voilà, par des aplats de couleurs. Alors, ce comptage par carreau, il fonctionne à partir de points, mais il fonctionne aussi si en entrée, on a par exemple des polygones. Et dans ces cas-là, il va y avoir un calcul de réaffectation des valeurs au prorata de la surface intersectée. Voilà, je peux vous montrer ça après. Et puis, ici, un autre exemple, donc avec un système de carte de chaleur qui montre la localisation des naufrages. Et avec, à chaque fois, un code un peu hyper court à la façon de Plot. Voilà, donc ce que je vous disais effectivement sur le type regular grid. Donc, ça se passe comme ça. Si on a des polygones avec des valeurs, on va réaffecter ces valeurs-là sur une grille régulière voilà, au prorata de la surface qui est intersectée dans chaque carreau. Et donc, ça va donner ce genre de choses. Et on peut en direct faire varier la résolution. Donc, si je pars sur des résolutions trop fines, ça va prendre un peu de temps parce que le calcul pour tout intersecter, il peut être un peu lourd, mais ça se calcule quand même. Voilà. Voilà pour Bertin. Et pour conclure un peu sur l'écosystème spatial, c'est vrai que JavaScript, on n'y pense pas tout de suite pour faire de l'analyse de données géographiques, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été développées, notamment, donc là j'ai référencé quelques petits notebooks qui parlent de géo. Il y a quand même pas mal de librairies qui vont nous permettre d'importer déjà, ne serait-ce que ça, importer différents formats de données. Donc, le GeoJSON de base, ça marche. On va pouvoir importer du shapefile, importer des fichiers KML, KMZ, des fichiers OpenStreetMap, etc., des GeoPackages. Donc, il y a différentes façons de les importer. Donc, moi, je les ai référencés ici dans un notebook. Alors, à chaque fois, ça peut être des librairies différentes. Si on a besoin de faire des traitements type SIG, alors le gros client, ça va être la librairie turf.js qui permet de faire tout un tas de choses, faire des buffers, des différences, des intersections, etc., des calculs sur le globe, ça permet de faire plein de choses. Et il y a également donc, cette librairie GeoToolbox, qui est quelque chose que je développe. Disons que Turf propose des fonctionnalités. Par exemple, si on veut faire une zone tampon, ça va faire une zone tampon d'un polygone. Avec GeoToolbox, l'idée, c'est d'utiliser un peu ces fonctionnalités SIG et de les rendre accessibles un peu comme dans QGIS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer, par exemple, une zone tampon sur l'ensemble d'un fond de carte en se basant sur la valeur d'un champ lié au polygone. Donc, par exemple, voilà, ce genre de choses. Donc, voilà, directement calculer un buffer sur l'ensemble des pays. Et ici, si j'ai par exemple un champ distance lié à mes pays, ça va calculer directement un buffer pour l'ensemble des pays. Voilà, des choses qu'on peut faire habituellement dans QGIS. On va avoir par exemple aussi la possibilité de faire des intersections, des choses comme ça. Donc ici, par exemple, j'ai sélectionné le Bénin. Je fais une zone tampon autour du Bénin et j'intersecte avec mon fond de carte des pays. Et ça, on va pouvoir le jouer en temps réel dans le navigateur. Et je récupère en dessous, là, si on le voit, le fond de carte qui est vraiment calculé en fonction de l'opération que j'ai réalisée. Donc, c'est quand même assez sexy, moi, je trouve, de pouvoir faire ces opérations-là dans le navigateur web. Il y a aussi donc, la librairie D3Geo qui est vraiment pas mal, qui permet de faire plein de choses, notamment calcul de centroïde, ici calculer une emprise spatiale d'un objet géographique mais sur le globe. Voilà.
plein de choses. Il y a la librairie aussi D3 Delaunay qui permet de faire aussi pas mal de trucs. Alors, est-ce que j'ai un exemple quelque part? Oui. Donc ça, D3 Delaunay, ça va permettre de calculer, donc ici une triangulation de Delaunay, mais c'est quand même hyper rapide, et derrière, calculer des Voronoi. Donc à chaque fois, c'est une ligne à écrire pour récupérer ça. Et Philippe Rivière, il a développé donc, une version sur le globe de ça, donc GeoVoronoi, qui permet de faire la même chose, mais voilà. Bon, là, c'est une représentation en 2D, mais donc c'est des Voronoi calculés sur le globe. Voilà. On a la librairie TopoJSON qui a été développée par Mike Bostock, donc il y a déjà un petit moment. Donc c'est une extension de GeoJSON et qui va permettre de facilement récupérer, par exemple, les frontières entre les différents pays. Donc, rapidement, ou pouvoir voilà, agréger les géométries, récupérer les voisins. Par exemple, si je prends la Chine, je vais récupérer la liste des voisins de la Chine. Donc ça peut être assez pratique en cartographie thématique, quand on essaie de réaliser par exemple des cartes de discontinuité, où on fait des calculs, on a des calculs basés sur la continuité spatiale. Avec ce format-là, on va pouvoir le faire hyper rapidement. Après, si on est habitué à d'autres outils, maintenant, avec le WebAssembly, on commence à avoir accès à des librairies qui portent en JavaScript des choses qui sont développées dans d'autres langages. Donc, c'est le cas, par exemple, avec SPL.js, qui est en fait une implémentation de la base de données SpatialLite en JavaScript. Non, je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Voilà, tac. Voilà. Et du coup, alors là, c'est un peu long à charger par contre. Et je n'ai pas une très bonne connexion. On va attendre que ça charge. Voilà, donc ça va permettre, je descends, de faire des calculs spatiaux en écrivant des requêtes SQL. Par exemple, ici, j'ai l'instruction stCentroid pour récupérer mes centroïdes, stBoundary pour transformer mes polygones en polylignes, stBuffer pour calculer mes buffers, etc., etc. Les intersections, ici, donc un polygone convexe autour du Brésil, un polygone concave, etc. Triangulation de Delaunay encore, Voronoi, etc., etc. Donc ça, on va pouvoir bénéficier de ces librairies donc, qui sont portées dans l'univers de JavaScript. De la même façon, on a Proche 4 à disposition pour les systèmes de projection. On a GDAL pour tout ce qui est transformation de données. Donc, on commence à avoir tout un tas d'outils pour la géographie qui sont disponibles dans le navigateur web et que moi, j'utilise dans Observable. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long et trop barbant. Juste pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire que moi, à mon avis, Observable, c'est quand même un super outil pour bâtir des visualisations de données. C'est vraiment le lieu où il y a de plus en plus de gens qui y vont pour faire ça. Et donc, on bénéficie de ce que fait tout le monde. On peut s'en inspirer, copier, partager. Voilà, tout le monde fait des choses et tout le monde partage ce qu'il fait en essayant d'être pédagogique parce que c'est des notebooks, donc on articule du texte et du code. Et donc, chacun fait l'effort d'expliquer ce qu'il fait.
Par contre, il faut faire un peu attention, à mon avis, c'est que c'est une boîte privée et donc la façon dont ils vont piloter les futurs développements, les droits qu'ils vont donner aux utilisateurs, la localisation, voilà, l'hébergement sur leur serveur, tout ça, c'est à eux et c'est une boîte privée. Donc, ce qu'on peut faire quand on développe un notebook, on peut toujours sauvegarder le code, le mettre sur GitHub ou autre chose. Voilà, le code, après, il est open source, il nous appartient, il peut tourner ailleurs qu'observable, mais voilà, on n'est pas dans le cas d'une fondation, par exemple, comme ça peut être le cas dans R. Donc, voilà, il y a une petite vigilance à ce niveau-là. Autre point de vigilance, c'est que je vous ai parlé pas mal de visualisation de données, même de SIG. Par contre, pour le côté analyse stats, JavaScript reste encore un peu faiblard sur ces aspects-là. Il y a peu de librairies qui sont vraiment performantes, à mon avis. Et on n'a pas du tout la richesse des traitements. Je ne parle même pas d'analyse spatiale, le côté géo, mais rien que pour la statistique, on peut faire des classifications hiérarchiques, des ACP, etc. Il y a quelques librairies qui le font, mais elles ne sont pas super performantes. Bon, voilà. Donc, on est sur un langage et sur un écosystème qui est très fort et très performant sur la visualisation de données, mais sur l'analyse de données, on n'y est pas encore tout à fait, à mon avis. Mais ce n'est pas grave de mon point de vue, puisqu'avec des écosystèmes comme Quarto, on va pouvoir articuler les aspects traitement de données et les aspects visualisation de données dans un même écosystème. Et en fait, ces langages peuvent fonctionner ensemble de façon assez simple, à mon avis. Voilà. Après, moi, quand je parle un peu de ça avec mes collègues autour de moi qui sont en R, je me rends compte que c'est quand même des logiques de programmation qui sont assez différentes. Le côté asynchrone, la façon de gérer, de naviguer dans des fichiers JSON à la place d'avoir des tables en 2 dimensions. Bon, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Mais bon, le saut, à mon avis, il peut bien se passer. Et surtout, si on fait de la visualisation de données, la carto, etc., à mon avis, c'est quand même l'outil dans lequel il faut être beaucoup plus que R, où on peut faire des choses un peu jolies, mais c'est quand même beaucoup moins fait pour ça. Voilà. Voilà. Alors, j'ai mis aussi effectivement Néocarto, c'est mon blaze sur les réseaux sociaux et autres. Donc, je les ai rappelés ici. Donc, sur Twitter, c'est Néocarto CMRS et sur Mastodon, c'est Néocarto sur le serveur Mastodon. Voilà. C'est bon pour moi, Lino. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, enfin, moi, que je trouve vraiment passionnante. Ça donne vraiment envie d'en faire. Et ta conclusion est très intéressante parce qu'en effet, c'est vrai que pour l'analyse de données, c'est pas encore JavaScript, c'est pas encore l'outil le plus approprié. Peut-être que ça le deviendra, on ne sait pas encore. Mais là-dessus, R et Python sont très bien outillés et l'existence de Quarto, c'est vraiment un gros plus parce que on peut vraiment passer des tables R, enfin des data frames R ou Python à observable pour que observable fasse ce pourquoi il est vraiment bon, la visualisation. Et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment peut-être là-dessus que pour nous, analystes de données, on va vraiment mesurer les gains à observable. On va utiliser observable pour la visualisation et avec un système comme Quarto, pouvoir avoir le traitement de données comme on sait le faire efficacement avec R, avec Python, avec ce qu'on veut comme langage de traitement de la donnée. Moi, j'ai une petite question parce que je suis plutôt habitué à R Markdown et à Quarto et ça me fait. Enfin, je trouve que c'est très riche le fait d'avoir des cellules dans tous les sens. Enfin, est-ce que pour toi, tu as trouvé ça un peu difficile à te l'approprier ou tu t'y es fait très vite et tu le manipules maintenant? Enfin, tu arrives facilement à rentrer dans le notebook qui a été fait par quelqu'un d'autre?
Eh ben, alors moi, j'ai trouvé que c'était du coup assez brillant comme façon de faire parce que le fait de pouvoir découpler l'organisation du code et le notebook tel qu'on le rend à la fin, donc pouvoir mettre en haut notre visualisation et le code qui a servi à la faire tout en bas, moi je trouvais que c'était assez chouette. Par contre, là, je suis en train d'expérimenter ça avec des étudiants de M1 en géo et c'est vrai que bah, je me rends compte que c'est pas si, c'est pas si évident, c'est-à-dire qu'ils commencent à écrire des choses un peu partout. Et après, la logique intellectuelle de comment on organise les choses, vu qu'on le fait comme on veut, et bien en fait, c'est pas simple. Voilà. Ouais. Euh, Après, il faut s'inspirer de ce que font les autres. Moi, généralement, je mets des rubriques. Alors ici, là-dessous, je fais mon traitement des données, la mise en forme des données. Là, je fais des calculs sur je ne sais pas quoi. Là, j'importe mes librairies. Et puis ma visualisation, elle va être en haut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est organiser les notebooks par collection, c'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement un traitement qui peut être un peu long et le répartir sur 3-4 carnets qui sont Mm. dans une collection. Et puis après, voilà, on passe au carnet suivant. On peut avoir par exemple un carnet sur la mise en forme des données. Et puis après, la première, analyse non spatiale, analyse spatiale, etc. Ça peut être une Mm. façon d'organiser les choses, mais c'est vrai que ça peut être assez vite foutraque. Ouais. Ouais, ouais, enfin, en tout cas, moi qui commence à me mettre à observable, j'ai toujours, enfin, je scrolle un peu partout dans le notebook pour voir un petit peu les pièces à reprendre. Et alors, merci beaucoup de nous avoir parlé de DuckDB parce que c'est vrai que ça, pour des petites tables, on voit bien, enfin, il n'y a pas de souci. Le fait d'être dans le navigateur, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que dès qu'on est sur des tables statistiques, de diffusion statistique, qui ont potentiellement une certaine volumétrie, si on essaye d'importer tout dans le notebook, on risque d'avoir des temps de calcul, des temps de latence qui sont un peu problématiques. Donc, c'est vrai que DuckDB, ça peut nous offrir à nous une solution parce que ça permet d'avoir des requêtes SQL intelligentes qui font on a rarement besoin de toute la donnée pour notre représentation. En fait, on a besoin d'un échantillon de colonnes ou de lignes. Et là-dessus, SQL est un super outil. Et en plus de ça, ça recoupe des préoccupations qu'on a en interne sur les formats de données. On est en train d'explorer un petit peu DuckDB aussi en interne, pas juste pour les aspects notebook interactifs, mais plus globalement pour le traitement de la donnée. Donc, ça tombait à point. Mais là, c'est tout nouveau, hein. Ils ont incorporé ça voilà, dans Observable au mois là, il y a quelques jours. Mm. Il y avait voilà, depuis quelques semaines, quelques mois, ils testaient des intégrations, etc. Là, c'est en natif dans Observable. On peut jouer avec DuckDB. Ça marche très bien, a Ouais. priori. Ouais. Est-ce que enfin, est-ce que dans l'audience, il y a des questions? Moi, j'en ai plein, mais peut-être d'autres personnes peuvent en poser. Alors, je vois Benjamin qui a levé la main. Vas-y, tu peux y aller. Vous m'entendez? Oui, Oui, c'est c'est bon, bien. merci. Oui, Excusez-moi. Alors, bon, alors Benjamin Picot, administrateur du site internet INSEE.fr. Donc, évidemment, on est très intéressé par la visualisation des données. Alors, en parlant de plot, on a besoin justement d'avoir un notebook pour pouvoir l'utiliser, ou on va dire, on peut utiliser Quattro, toutes ces sortes de choses. C'est vraiment intégré à Observable, en fait. ouais, alors en fait, Plot, c'est une librairie JavaScript qu'on peut utiliser en dehors d'Observable. Ah, Voilà. d'accord. Donc, c'est une Très bien. librairie JavaScript. Après, dans Quarto, si on veut, là, on bénéficie donc de l'observable JavaScript, c'est-à-dire les inputs, le fait d'attacher des fichiers, plot est déjà chargé dedans, etc. Donc, on peut travailler dans Quarto pour faire du plot, on peut travailler dans observable et on peut travailler en dehors aussi
en JavaScript classique. Ça, c'est possible aussi. D'accord. Ça peut être très intéressant. Justement, en revenant là-dessus, pour l'import, c'est ça, quand on peut importer les visualisations dans quelque chose comme un blog, Ouais. donc il faut le générer à partir d'un notebook dans Quarto, Observable le site, ou Alors ça va être dans Observable. Effectivement, cette possibilité, en fait, le notebook observable qu'on va publier, qui aura une URL, etc., va fonctionner comme une API dans laquelle on va pouvoir aller choisir d'embarquer telle cellule, telle cellule, telle cellule, telle cellule. Donc ça dépend vraiment, pour le coup, d'observable. Mais on peut détourner un peu le truc, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un notebook observable, sauvegarder le code. Il y a un bouton télécharger le code et le mettre, et ça, ce qu'on a téléchargé, le mettre ailleurs, par exemple, le mettre sur GitHub ou autre chose, ou GitLab, voilà. Et après, ça va être le GitHub ou le GitLab qui va fonctionner comme une API vers laquelle on va pointer. C'est-à-dire qu'on peut D'accord. on peut fabriquer notre truc dans Observable et après complètement se couper de la dépendance à leur serveur. Et voilà, ça, c'est possible aussi. Et cette idée d'importer des cellules, voilà, c'est vraiment lié à leur techno là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, non, c'est bon, très intéressant. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, je vois pas de main levée. Donc, juste pour montrer que justement, on peut faire du observable dans Quarto et déployer un petit truc en HTML. Donc, je suis parti du SSP Cloud. Donc, la plupart d'entre vous connaissent, c'est notre plateforme c'est une plateforme pour prototyper du code qu'on a développé à l'INSEE et qu'on a ouvert au SSM et à quelques universités. Enfin, j'aurai l'occasion, peut-être Nicolas, de t'en reparler, parce que ça peut éventuellement vous intéresser, notamment pour les problématiques d'enseignement. Nous, on l'utilise pas mal à l'ENSAE. Et donc, alors j'espère que vous voyez mon écran. Donc, j'ai fait un petit voilà, un notebook minimal. Alors, je connais quasiment rien en observable. J'ai voulu juste tester un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, j'ai mis à la fois du code Python, alors en utilisant la donnée, enfin des exemples qui sont dans la doc de Quarto et du code observable, même pas, enfin, et justement pas dans l'ordre. Donc après, donc ça c'est sur ma machine, là c'est Visual Studio sur ma machine. Donc je le compile en HTML. Alors Quarto render index.html. Donc ça, oui, pardon, index.qmd. Donc ça, c'est la compilation. Ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas de données. Voilà. Donc rien n'est sur observable. J'utilise juste le système, les cellules observables. Donc comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est du JavaScript avec une surcouche. Et qu'est-ce que ça donne dans mon navigateur? Ça me permet de voir dans mon navigateur le résultat. Donc j'ai bien mon data. Ici, alors comme j'y connais rien en observable, je ne vais pas faire un head, mais, mais voilà, on a bien, donc on ne voit même pas le code Python qui a géré, qui a fait la manipulation de données. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un résultat dans mon navigateur. Ah ben voilà, il est là, mon array. NumPy, mais j'ai aussi voilà, les views, donc les inputs là, je peux jouer avec. Et pour montrer la réactivité, si je mets un texte, là, il apparaît ici parce que plus haut, j'ai fait l'affichage de data, ce qui correspond un petit peu à ce que disait Nicolas on peut mettre tout le code qui génère les données à la fin et seulement remonter. Et donc ça marche bien sur le SSP Cloud. Voilà, c'est un petit test.
Et enfin, moi, je trouve ça quand même très puissant pour prototyper, pour tester des visualisations qu'éventuellement, plus tard, on mettra sur observable ou pas. Voilà. Hop. Ouais, moi, j'avais fait un petit exemple aussi donc pour articuler R et observable. Et effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est dans Quarto. Mm. Ouais. Enfin, donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous en avez. C'est le Julien moment. Blasco, ouais, il y a deux mains levées. Non? Ah oui, bah Gladys, je t'en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, bah, merci beaucoup, c'est super intéressant. J'aurais juste voulu savoir la learning curve pour le JavaScript en partant de, on va dire, R, Python, un peu de C++, ça donne quoi? Parce que j'ai jamais touché, donc ça semble très très puissant, mais Ah bah, si vous si je sais pas développez le faire. déjà, bon, bah, après, ça devrait aller. Ok, ok. Moi, je n'ai pas tellement de recul par rapport à ça. Moi, je ne suis pas un développeur à la base, hein, donc je faisais du R plutôt en tant qu'utilisateur et voilà, pour se mettre au JavaScript. En fait, moi, ce que j'ai mis du temps à piger, c'est qu'au départ, je suis rentré là-dedans en regardant ce que faisaient les autres et puis essayer de reproduire ce qu'ils faisaient. Et du coup, piger ce qu'était le JavaScript de base et ce qu'était la surcouche D3JS, notamment, voilà. Voilà, je n'avais pas toujours bien capté. Et donc, je suis reparti en prenant un bouquin ou deux de JavaScript et puis voilà, pour bien caler les choses. Mais bon, voilà, après, c'est de la programmation. Je pense que au niveau de la structure, c'est pas très éloigné de ce qu'on peut faire dans d'autres langages. Enfin, je sais pas, Lino, Alors, j'en suis qu'au tout début de la learning curve, mais surtout, enfin, j'ai l'impression que comme il y a de plus en plus de gens de la communauté R et Python qui s'y mettent, on a de plus en plus de ressources. Là, j'ai mis dans la discussion une comparaison entre la ggplot et 2 et plot que tu as présenté. Et ça nous prémâche quand même bien le travail. Voilà. Et après, ggplot, typiquement, c'est des choses qui sont développées en JavaScript et qui sont ramenées dans R. Donc, par exemple, la librairie, la Bertin, que je vous ai montré, avec donc Timothée Giraud, mon collègue, on est en train d'en faire un package R aussi. Voilà, avec les HTML widgets qui sont possibles dans R. Et puis, voilà, je sais qu'il y a la même chose dans Python aussi. Donc on peut très bien aussi faire ce travail de prendre ces choses, ces librairies de visu et les ramener dans l'écosystème R pour rester en R, en fait. Donc ça, c'est possible. Je crois que pour Plot, il y a Julien Barnier qui développe Obsplot qui fonctionne dans R. Alors, je ne sais pas trop où il en est, mais voilà. Et en plus, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est quand même pour des visualisations un petit peu réactives, c'est assez léger le code. Quand on voit qu'avec Shiny ou avec Dash, des fois, on est obligé de faire des usines à gaz pour un minimum de réactivité. Là, on a quand même quelque chose de très léger. C'est ça qui est assez, à mon avis, qui est assez intéressant dans Observable, c'est de dire, voilà, je construis une visualisation après, et chaque variable, chaque chose que je souhaite faire varier dans ma visualisation, je les sors dans des inputs que je fais. Et du coup, même pour explorer un peu visuellement un jeu de données, on peut le faire vraiment à peu de frais, ça va très vite. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois Julien qui a levé la main, je t'en prie. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai, je rejoins les autres, ça fait envie de voir tous ces trucs jolis qui bougent avec plein de paramètres, de trucs à paramétrer. Ça donne vraiment envie de tester. Et effectivement, je trouve ça super que ça participe à faire le lien entre
la communauté des statisticiens sur R et Python et la communauté visualisation des 3JS qui est hyper riche, avec une grosse communauté d'utilisateurs. Et c'est deux mondes qui ne se parlent pas trop, j'ai l'impression. Et du coup, c'est cool qu'il y ait des initiatives qui fassent un peu le lien et du coup des innovations techniques aussi. J'ai encore un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne, ce calcul asynchrone et tout. Par exemple, s'il y a une variable qui est modifiée à différents endroits dans le code, quelle est la valeur qui va être prise au final? Est-ce qu'une variable peut être effacée, enfin, réécrite par une autre ligne autre part dans le notebook? Et puis, si à la fois elle est définie comme une constante quelque part et elle est aussi en input d'un slider ou un truc comme ça marche comment du coup? En fait, dans Observable, donc quand on définit une variable, par exemple A égale 1, on ne peut pas avoir autre part une autre cellule qui commence par A égale 2. Parce que la variable, donc ça va être à la fois le nom d'une variable, mais à la fois l'identifiant de la cellule. Et cet identifiant doit être unique. Donc si on met une cellule A égale 1 plus loin une cellule A égale 2, ça ne va pas marcher, ça va envoyer une erreur. Par contre, dans une même cellule, on peut faire un bloc de code beaucoup plus long, où là, on change la valeur de la variable, etc. Et après, là, c'est le JavaScript qui parle, c'est la portée des variables qui est à l'intérieur du bloc. Et voilà. Mais voilà, il y a un truc à piger. En fait, dans Observable, si on veut écrire plusieurs lignes de code, on va commencer par des accolades. Et là, on va être en JavaScript normal. On peut affecter une valeur à une variable et changer sa valeur et calculer, etc. Et là, ça fonctionne comme quasiment n'importe quel langage de programmation, sachant qu'on est dans un environnement où les variables sont non typées. Mais c'est le cas aussi en R et en Python, je ne sais pas trop, je crois aussi. Ouais. Oui, d'ailleurs, je te rejoins là-dessus. Pour ceux et ceux qui se posent la question, il me semble que JavaScript, c'est quand même un langage de programmation qui, du moins, si on veut faire des trucs, juste faire tourner des choses en utilisant des fonctions sympas de librairies qui existent en JavaScript, ça me semble tout à fait à la portée de quelqu'un qui code, qui fait des programmes stats. Donc, à mon avis, il ne faut pas être rebuté par ça, quoi. Mais d'accord, ok, je comprends mieux. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de main qui se lève. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très pertinent. Enfin, le choix des ressources que tu as présentées fait écho vraiment à des visualisations qu'on fait communément, que ce soit des plots basiques ou que ce soit des cartes. Et ouais, et ça donne vraiment envie de tester sur nos données. J'espère, en tout cas, moi, je vais le faire et j'espère que ça a donné envie à d'autres de le faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont dû partir, mais qui ont hâte de pouvoir consulter la fin de l'enregistrement. Et on te remercie beaucoup. Je pense qu'on n'a pas fini avec les sessions où on va parler de Quarto parce que probablement début 2023, on aura une petite session spéciale sur les publications reproductibles sur Quarto. Alors, ça sera peut-être moins orienté visualisation, plus publication reproductible, mais on aura peut-être que la personne qui présentera là où les personnes qui présenteront auront l'occasion de revenir un tout petit peu sur Observable. Enfin, en tout cas, la richesse de l'écosystème Quarto, c'est aussi une force là-dedans pour utiliser Observable. Ouais, à mon avis. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on a mis on remettra toutes les ressources qui ont été mises dans la discussion, on les remettra sur le blog du SSP Cloud. Il y aura la vidéo dessus. N'hésitez pas.
une fois qu'elle sera disponible, à la faire tourner dans vos équipes, parce que ça serait super si le plus de monde possible connaissait Observable. On va essayer peut-être de faire des petits tutos aussi. Si aujourd'hui la présentation vous en a donné envie, n'hésitez pas à faire des petits tutos et on relaiera ça dans le réseau. Merci beaucoup et puis on vous tient au courant on se tient au courant sur le canal chat pour les prochains événements et merci beaucoup Nicolas d'être venu, d'avoir présenté. On te tiendra aussi au courant des actualités du réseau et peut-être Oui, avec plaisir. de nos premières valorisations observables. Eh ben, très bien. Mais après, voilà, si vous avez besoin de collaborer sur ces aspects observables, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.